bienvenue sur le numéro 2 de Café Sociaux. On espère déjà que vous avez aimé le numéro 1 et on attend toujours vos commentaires sur le sujet qu'on a abordé il y a quelques temps sur le numéro 1 de Café Sociaux. En l'occurrence, je crois qu'il s'agissait du racisme systémique. Le racisme systémique. Voilà. Alors, c'est parti pour le numéro 2 de Café Sociaux. Bienvenue. On trinque? Oui. Alors, c'est du thé ou du café? Du thé. Ah. Je préfère le thé. Ok. Bon, aujourd'hui, on va pas tourner autour du pot. On ira droit au but et on va aborder un thème sur lequel on a discuté et qu'on s'est convenu qu'on devait en parler aussi avec nos amis du web et tout. C'est particulièrement l'expression nègre de maison. Je sais que ça va choquer un peu les gens d'entendre ça et tout, mais voilà, nègre de maison. Donc aujourd'hui, avec Farid, on va discuter sur ce qu'on n'entend pas nègre de maison et quelle valeur prend cette expression aujourd'hui, surtout avec les réalités qui ne font qu'évoluer. Farid, qu'est-ce que toi, tu comprends quand tu entends l'expression nègre de maison? Alors, l'expression nègre de maison, nègre de maison, faut dire que c'est une expression quand même qui a évolué avec le temps, mais dont le contenu est quand même resté le même. Bon, elle a évolué parce que certains ont voulu l'adapter, mais sinon le message reste le même. Nègre de maison, c'est une personne qui pose des actions à l'encontre de sa communauté et qui légitime ce que fait la communauté blanche. Et il faut dire, repartons dans un contexte historique. Dans un contexte historique, il existait deux types de nègres. Il y avait les nègres de champ et les nègres de maison. Ah oui! Les nègres de champ, ce sont les nègres de champ qui sont devenus des nègres de maison. Les nègres de champ qui, pour les blancs, les esclavagistes à l'époque, s'exprimaient mieux ou avaient beaucoup plus de facilité à comprendre la langue de l'esclavagiste, étaient priorisés. Et il y avait un semblant de privilège qui était accordé aussi selon la morphologie physique. Tu m'expliquais donc que les nègres de champ, les nègres de maison, en fait, c'est en quelque sorte des nègres de champ qui sont devenus en quelque sorte des employés spéciaux de l'esclavagiste. Exactement. Bon, ça c'était avant. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire qu'ils ont voulu cette position? Ils n'ont certes pas voulu cette position au départ, mais en fait, il y a deux réponses à ça. Ils le veulent, ils l'ont voulu inconsciemment et ils le veulent aussi consciemment. Je veux dire, ils ne l'ont pas voulu parce que le blanc est venu les chercher, leur a dit « Ok, nous voulons que tu travailles pour nous. » Mais dans le « nous voulons que tu travailles pour nous », le blanc leur dit aussi clairement qu'ils semblent être mieux que les autres nègres. C'est-à-dire, peut-être compte tenu du physique, ils sont beaucoup plus jolis, je vais dire, qu'ils ont peut-être des traits plus fins ou je ne sais, en tout cas ce que les esclavagistes appelaient des traits plus fins, qui se rapprocheraient de leurs traits. Bon, en fait, ça a rapport aux caractéristiques physiques, à ce qu'on appelle aujourd'hui les critères de beauté. Soit c'est comme ça que c'était fait, la démarche était faite comme ça, l'approche était faite comme ça, ou soit c'était vraiment, toi tu t'exprimes bien, tu as de la facilité à comprendre ce que nous sommes en train de dire, parce qu'il faut dire que c'est des esclaves qu'on a ramenés de pays divers, c'est des gens qui avaient leur langue, et le système de langue n'était pas encore imposé, ce n'était pas encore, les gens ne s'étaient pas encore imprégnés de la langue.
Donc, ça a pris du temps. Et certains qui avaient beaucoup plus de facilité à comprendre la langue à l'époque se sont fait des places auprès du maître. Et le maître a su implanter un complexe de supériorité à l'intérieur de la communauté noire des nègres. Donc, ces nègres-là qui travaillaient dans les champs, qui se sentaient supérieurs parce que eux, n'oublions pas, recherchaient l'approbation dans les yeux du maître. Pour eux, le maître, c'est tout. C'est un blanc. Il est parfait. Et donc, quand le blanc dit, toi, tu es mieux que les autres parce que tu es beaucoup plus beau ou beaucoup plus belle, tu t'exprimes mieux que les autres, lui, il prend ça pour une vérité absolue et se sent, à partir de ce moment, supérieur à ses confrères. Ok. Bon. Là, on comprend ça, c'était alors de l'époque de l'esclavage. Donc, on peut dire que, quelle que soit l'explication qu'on pourrait donner à cela, c'est en griffe. Nègre n'avait pas trop le choix non plus. Oui, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, mais bon, ça a évolué. Ça a évolué, c'est-à-dire... Ça a évolué, ça a très vite évolué et c'est devenu très vite le but à atteindre à partir du moment où le blanc leur a dit « Vous, je décide, de vous mettre dans ma maison. Okay. Je décide de vous rapprocher de moi. Donc, vous avez accès à ma maison, vous avez accès aux nourritures que je mange, vous avez accès à plein de trucs. À partir de ce moment, ces individus se sont sentis privilégiés et ont commencé aussi à réellement travailler pour le maître parce que n'oublions pas que le maître aussi, son objectif quelque part était de pouvoir utiliser ces personnes-là contre leurs confrères. Et donc très vite, c'est devenu quelque chose de plaisant pour certains noirs qui s'y sont plus et qui pour eux c'est devenu vraiment le goal, le but à atteindre et narguaient leurs confrères pour avoir ces postes-là. Mais maintenant que l'esclavage est fini, on peut dire que c'est quelque chose du passé. Ah non, ce n'est pas du passé parce que ça a évolué, ça s'est adapté aux réalités actuelles et même maintenant c'est pire. Parce que de l'esclavage, on est allé à la colonisation. De la colonisation, il y a eu une sorte de décolonisation. Les Blancs auraient quitté le territoire, mais n'ont pas vraiment quitté le territoire, puisque nous avons toujours des nègres de maison à la tête de nos pays aujourd'hui. Des personnes qui travaillent pour l'intérêt du colon et qui ne sont pas là, pour l'intérêt de leurs frères, de leur communauté. Ils sont plus là pour servir. C'est ce que moi j'appelle, en fait, je n'utilise pas souvent l'expression nègre de maison, mais j'appelle ça des pantins, des fantoches, des personnes qui sont là pour... Monsieur Farid, je te connais avec tes modules là, t'es de retour. Il ne faudrait pas qu'on bloque Mosaïque, donc oui. Il faut aller doucement avec nos mignons... Enfin, nos expressions. Oui. non, vous avez toujours la parole. C'est ça. Donc, c'est pour dire tout simplement que ces personnes sont des marionnettes du colon depuis l'esclavage, des esclavagistes en passant par les colons jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle les rapports d'amitié, des soi-disant rapports d'amitié. Il y a toujours ce système qui est en place. Alors, je ne voudrais pas faire extrapoler le débat, mais certains disent que, en fait, ces gens qu'on appelle à tort ou à raison nègres de maison, que ceux qui les appellent comme ça sont plutôt dans le déni, qui ne veulent juste pas reconnaître que ces nègres-là ont vraiment contribué quand même à la cause noire et ont fait beaucoup plus même que certains qui ne seraient pas nègres de maison et qui quand même les insultent comme tels. Est-ce que c'est aussi votre avis? Moi, je voudrais savoir dans quel sens ces nègres de maison ont contribué. Ok, un exemple, c'est pas mes propos. Après, chacun son opinion sur le fait, mais je prends le cas par exemple d'une vidéo ayant circulé récemment de l'animateur
caribéen Claudicia qui disait que voilà un exemple de nègre de maison qu'on traite de nègre de maison malgré nous, mais qui aurait quand même contribué serait par exemple Toussaint Louverture ou encore Rosa Parks ou encore, enfin, il a cité certains noms, mais partons sur le cas de Toussaint Louverture. C'est un nègre de maison. Toussaint Louverture, un nègre de maison, est-ce qu'il a donné au moins des explications par rapport à ça? Parce que je ne connais pas Toussaint Louverture comme un nègre de maison. Ah oui? Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre point de vue là-dessus alors? Parce que selon M. Claudicia, on s'entend, Toussaint Louverture, c'est un nègre de maison. Même si qu'il a posé des actes quand même avantageux pour la cause des Noirs. Oui, moi je ne l'appelle plus nègre de maison à partir du moment où c'est quelqu'un qui s'est sorti des chaînes. Oui, il y a des personnes qui étaient malgré eux des esclaves dans des maisons des maîtres et qui par la suite, qui même en étant, n'avaient juste pas le choix que d'être là, qui ont compris que c'était une prison que d'être là, qui savaient ce qu'ils vivaient, et c'est des gens qui étaient molestés quand même, parce que même ce qu'on appelle nègres de maison, ce n'étaient pas des gens qui étaient bien traités, c'est des gens qui, leur maître mangeait le poulet, leur maître leur donnait les os, et ils s'estimaient vraiment heureux déjà de pouvoir sentir le jus des os du maître. Donc, à partir du moment où la personne a pu se libérer de ces chaînes-là, et a décidé de mener un vrai combat, à partir de cet instant, pour moi, cette personne n'est plus nègre de maison. Et certes, il est nègre de maison dans le sens où il a été esclave, nègre dans une maison. Mais au sens... Alors, je vais déplacer un peu le débat. Parce que là, à entendre qu'on appelle tous les arguments qui sont donnés pour expliquer ce qu'est un nègre de maison et tout, c'est à croire que c'est seulement ces personnes-là qui ont donc eu la chance soit d'avoir travaillé auprès du maître ou dans sa maison ou sa plantation ou dans sa société qui peuvent avoir le mérite de se faire appeler comme tel. Est-ce que c'est vraiment le cas où on pourrait retrouver des nègres de maison même dans la simple population? Parce que moi, pour ma part, ça fait vraiment longtemps que j'entends nègre de maison. Et la plupart du temps, quand on dit nègre de maison, c'est souvent soit un président qu'on appelle comme tel ou voilà, un frère noir, mais qui a un poste comme tel, mais qui se comporte comme tel et qu'on appelle comme ça. Est-ce qu'un simple citoyen comme toi et moi, par exemple, on ne pourrait pas être, sans le savoir, des nègres de maison? Oui, des nègres de maison, il y en a partout. Les nègres de maison ne se limitent pas qu'aux postes occupés ou des personnes qui collaborent directement avec les esclavagistes, les colons ou peu importe comment on peut les appeler. Les nègres de maison ne sont pas que là. Parmi nous, dans la population, dans les simples citoyens, il y a des nègres de maison. Un nègre de maison, cette personne qui tient déjà des raisonnements qui vont à l'encontre de sa population, de sa communauté. Est-ce que tu as un exemple? Un exemple? Je dirais par exemple, ces noirs-là qui disent « Ah, mais l'homme noir, c'est un traître. » Et ces personnes qui dénigrent tout simplement l'homme noir et qui disent « Ah, l'homme blanc est mieux. » Pour moi, ces personnes déjà, c'est des nègres de maison parce que c'est des aliénés. C'est ce que le maître de maison, le colon ou l'esclavagiste a voulu laisser passer comme message. N'oublions pas que dans l'histoire s'est racontée par ces personnes-là qui ont tout le temps voulu faire croire qu'ils nous apportaient quelque chose, qu'ils nous ont apporté le savoir, qu'ils nous ont apporté l'écriture. Il y a plein de choses qu'ils prétendent nous avoir apportées. Et c'est pleinement de l'appropriation qu'ils ont fait. C'est des choses qui venaient de chez nous, qu'ils ont utilisées. Donc, tu as utilisé une expression tout à l'heure, oui. Nègre de maison. Tu expliquais, tu as parlé des personnes aliénées. Oui. Donc, conjoncturellement, on pourrait dire qu'un nègre de maison, c'est quelqu'un
qui a été aliéné par le temps Oui. et ayant perdu, je dirais, toute connaissance, toute relation avec ses vraies réalités. Exactement. Ok. On est d'accord sur le fait, enfin. J'espère que Oui. ça va aider. J'irais même beaucoup plus loin, c'est quelqu'un qui se considère comme blanc. C'est quelqu'un qui est prêt à rejeter sa couleur de peau pour être accepté. Et c'est parce que c'est quelqu'un déjà de base qui pense que de par certaines caractéristiques, qu'il est mieux que l'autre. Donc à partir du moment où il le pense, pour lui en fait, il est de l'autre bord. Il est un blanc dans la tête et c'est pas pour rien qu'on entend des personnes de notre communauté dire « Oh, moi, je pense comme un blanc. » Et en fait, ils ont même de la fierté à ce qu'on dise qu'ils pensent comme des blancs ou qu'ils se comportent comme des blancs ou qu'ils sont beaux. Et prenons juste un simple exemple, ce phénomène de dépigmentation. C'est une conséquence de la nègrerie de maison. De la nègrerie, mais c'est de l'aliénation. C'est de la pure aliénation. Les personnes rejettent. Donc, vous voyez à quel point, en fait, on a su nous faire rejeter notre identité pour s'approprier l'identité des autres. Et encore que, même quand on devient blanc, on devient plus clair de peau ou je ne sais quoi et tout, on se dépigmente ou décape la peau comme on le dit, ou qu'on se dit, bon, moi je m'exprime comme un blanc ou je suis comme ceci, comme cela, on n'est jamais totalement accepté. Pour le blanc, vous restez un nègre. Et c'est une réalité qu'il faut que la communauté noire comprenne pour éviter de se jeter de fausses fleurs, des fleurs fanées. Donc, est-ce que dans la situation alors des nègres de maison, est-ce qu'il y a une part de responsabilité qui revient au maître de maison pour pouvoir nous enlever de cette situation où la responsabilité incombe totalement aux nègres? La responsabilité incombe totalement au nègre. Il faut que le nègre décide de ne plus être nègre. Il faut que le nègre accepte son identité. Ne prenne pas l'identité de l'autre pour l'identité parfaite. Et ça va tellement loin, ça va même dans nos langues en Afrique, que les gens appellent des dialectes. Moi, c'est une chose contre laquelle je suis. Parce qu'on va jusqu'à appeler nos langues des dialectes. Pourquoi ce sont des dialectes? Pourquoi ce ne sont pas des langues au même titre que les langues occidentales? Ça, c'est une vraie question. Parce qu'elles ne sont pas écrites, je ne suis pas d'accord. C'est des langues qui ont des figures de style, qui ont de la conjugaison, qui ont tout. En fait, c'est plein de choses qu'il faut qu'on comprenne, qu'on accepte notre identité, qu'on se dise, nous sommes de cette identité, nous avons telle valeur, nous avons telle richesse. C'est pas la chose du blanc qui est vérité absolue. Ils ont certes de bonnes choses, mais ça ne veut pas dire que les nôtres ne sont pas bonnes. Il faut qu'on parte déjà de ce principe et qu'on se dise, ok, donc à partir de ce moment-là, nous voulons nous libérer des chaînes, nous voulons nous libérer de l'aliénation. Nous ne voulons plus être des nègres de maison. Donc, on quitte maintenant le statut de nègre de maison pour être vraiment libre. Pas juste nègre. Pas juste nègre, libre. On l'aura compris, monsieur Farid. Oui. C'est toujours un plaisir de prendre un café sociologiquement avec vous. Et on espère aussi que nos spectateurs ont compris ce que nous voulions aborder aujourd'hui. C'est le problème des nègres de maison. Enfin, l'expression nègre de maison en soi. Comprendre, expliquer et pourquoi pas, est-ce que vous avez des solutions pour cela par exemple? Comment éviter ou comment arrêter d'être un nègre de maison? Et comment arrêter des petites astuces? Comment arrêter d'être un nègre de maison? C'est déjà de s'informer sur l'histoire, parce que je pense que les gens ne connaissent pas assez l'histoire. Les Noirs, en fait, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs vagues, il y a eu plusieurs générations, mais il y a, je dirais, je vais prendre depuis les années 90, il y a ces jeunes-là de l'époque jusqu'à maintenant qui
Bon, même avant, qui ne sont pas vraiment au courant de l'histoire, qui ont pris, parce que faut dire aussi qu'à l'école, on a eu il y a cette part de l'histoire que les colons ont voulu nous faire passer. Et sur ça, déjà, il faut que les gens s'informent. Les gens s'informent de l'historique des choses et se disent, ok, bon, là, maintenant qu'on est informé et tout, on comprend que ce qu'on a voulu nous faire croire pendant longtemps n'est pas vérité. Donc, il faut, à partir de cet instant, il faut que ça change. Il faut que nos comportements changent. Il faut que nos rapports avec nos confrères, nos semblables changent. Il faut qu'on redevienne juste des humains. Tout à l'heure, vous aviez dit, à l'école, il y a des histoires qu'on nous a apprises qui ne sont pas de même. Et il faut quand même dire que, par exemple, si on prend le cas des pays africains, de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, disons en général les pays francophones d'Afrique, nous sommes tous tenus à apprendre certaines formations ou à apprendre certains cours qui nous mettent quand même dans une situation où il ne faudrait pas trop s'estimer libre. Il ne faudrait pas trop penser et réfléchir et se retrouver pour dire qu'il y a 2 siècles avant, tout ce qui s'est passé, c'était pas de notre faute, c'était de la faute des autres. Et pourtant, ces formations, ces enseignements sont administrés par nos propres pays. Est-ce que là, nos dirigeants qui font ça, ils le font pour le compte de qui? Est-ce que ce serait pas, en quelque sorte, parce que je viens de capter ça vite fait, donc je vous pose en même temps la question pour qu'on en discute, est-ce que ce serait pas en quelque sorte, ces dirigeants-là ne se mettraient pas aussi dans une position de nègre de maison sans le savoir ou ils le savent? Malheureusement, ce n'est pas qu'ils se mettent dans une position, ils sont des nègres de maison, pour la plupart. La plupart de nos dirigeants sont des présidents avant. Des présidents. Avant, en premier. Après, tous leurs sbires aux alentours sont des nègres de maison également parce que c'est des gens qui travaillent pour l'intérêt du colon. Que ce soit dans les pays francophones ou anglophones, tout ce qui est pays ayant été colonisés ou ayant subi l'esclavage, tous en fait travaillent pour l'intérêt de ces gens. Parce que moi, je conçois mal le fait que des manuels éducatifs pour arriver dans la sphère de l'école, il doit avoir une certaine vérification. Ça doit passer par les gouvernements. Les gouvernements, comment vérifient-ils cela et tout? C'est parce que quelque part, on leur a dit, ok, vous êtes là pour nous servir, vous devrez obtempérer, vous devrez faire ce que nous voulons. Nous voulons que ce soit ce système éducatif qui passe. Et à ce moment, je pense qu'un autre jour, on aura un sujet exclusivement sur le système éducatif. J'en parlerai en profondeur, mais je vais donner juste un simple exemple de ce manuel très connu dans nos écoles en Afrique, et en Afrique de l'Ouest surtout, le manuel Mamadou Bineta. Mamadou Bineta, mais c'est un manuel torchon. C'est un manuel qu'on pense être un manuel qui représente notre identité. Bon, moi, je ne saurais dire si ça... C'est vrai qu'on l'a tous lu. C'est vrai qu'on l'a tous lu. Mais ce manuel est tellement stéréotypé. C'est un manuel fait par la France et beaucoup ne le savent pas. Et je trouve dommage qu'on ne le sache pas. C'est quelque chose... Parce qu'il y a plein d'Africains qui se disent « Ah oui, quand Mamadou Bineta était là... » Ben, excusez-moi, Mamadou Bineta, c'est la France qui a décidé que Mamadou Bineta fasse partie de notre éducation. Et Mamadou Bineta, tous les Africains ne s'appellent pas Mamadou. On a des Daignon, on a des Degla, on a des noms typiquement africains. Ce n'est pas Mamadou Bineta, ça ne s'arrête pas là. Donc c'est vraiment de petites choses qui vraiment ont rapport. C'est le même système, c'est le même cercle vicieux, c'est la même chose qui tourne et c'est des choses dont on doit pouvoir se libérer pour avancer. Monsieur Farid, on vous a vraiment compris. Est-ce que vous avez un mot à ajouter pour la fin? Moi, je dirais, il y a une phrase, il y a un poème de Léon Gontran Damas que j'aime beaucoup. Nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les riens, nous les mères, nous les nègres. Qu'attendons-nous pour jouer au fou?
Pisser un coup tout à l'envie contre la vie stupide et bête qui nous est faite. Qu'attendons-nous pour jouer au fou? Passez-moi la fin. Pisser un coup tout à l'envie contre la vie stupide et bête qui nous est faite. Contre la vie stupide et bête qui nous est faite. Une pensée de Léon Gontran Damas. Ce fut un plaisir encore pour moi de présenter ce numéro de Cafés Sociaux et retrouvez-nous sur nos pages sur les médias sociaux, Facebook, YouTube. Laissez un commentaire sur cette situation de nègre de maison, votre avis, votre position et qu'est-ce que vous pensez que nous pourrions faire pour nous sortir, enfin, vu que nous sommes plus ou moins quand même un peu concernés de cette situation de, comme le dirait un monsieur que j'apprécie tellement bien, de nègrerie. Merci et à la prochaine. À la prochaine. Back during slavery, when black people like me talked to the slaves, they didn't kill him. They'd send some old house Negro along behind him to undo what he said. You have to read the history of slavery to understand this. There were two kinds of Negroes. There was that old house Negro and the field Negro. And the house Negro always looked out for his master. When the field Negroes got too much out of line, he held them back in check. He put them back on the plantation. The house Negro could afford to do that because he lived better than the field Negro. He ate better, he dressed better, and he lived in a better house. He lived right up next to his master in the attic or the basement. He ate the same food his master ate and wore his same clothes. And he could talk just like his master. Good diction. And he loved his master more than his master loved himself. That's why he didn't want his master hurt. If the master got sick, he'd say, "What's the matter, boss? We sick?" When the master's house caught a fire, he'd try and put the fire out. He didn't want his master's house burned. He never wanted his master's property threatened. And he was more defensive of it than the master was. That was the house Negro.